Après les manifestations massives de ce mois-ci à Cuba, beaucoup demandent aux États-Unis de mettre fin à l'embargo commercial. Mais cela aidera-t-il les Cubains? Et que fait réellement l'embargo? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le 11 juillet, les Cubains sont descendus dans la rue en nombre record pour protester contre les pénuries d'électricité, de médicaments, de nourriture, de vaccins et, en particulier, de liberté. Voici Miguel Díaz-Canel, récemment nommé premier secrétaire du Parti communiste cubain. En gros, c'est le nouveau dictateur, ou comme il préfère être appelé, président. Et en réponse aux protestations, il a fait ce que tout bon dirigeant aurait fait. Il a blâmé les États-Unis. En particulier, l'embargo américain. Ce n'est pas nouveau. Sauf que maintenant, l'embargo américain sur Cuba se retrouve au centre de l'attention des médias. Plusieurs pays ont publiquement exprimé leur désapprobation de l'embargo, dont le Mexique, le Vietnam, la Barbade et la Chine. Rien de surprenant à cela. Pendant ce temps, aux États-Unis, toutes sortes de grands noms se sont prononcés contre l'embargo, y compris Bernie Sanders, les Black Lives Matter, et Alexandria Ocasio-Cortez, parmi beaucoup d'autres progressistes. La déclaration d'AOC, en particulier, a suscité une réaction négative de certains démocrates et de beaucoup de républicains. Le sénateur cubano-américain Marco Rubio a été un partisan déclaré de l'embargo pendant de nombreuses années. Il avait ceci à dire sur les personnes qui demandent la fin de l'embargo. Eh bien, je dirais que la plupart des gens qui donnent ces avis ne savent même pas ce qu'est l'embargo ou comment il fonctionne. Je suis désolé, sénateur. Dites-vous que les Américains devraient savoir de quoi ils parlent avant de donner leur avis? Eh bien, c'est la fin de CNN, MSNBC, Fox News, et ma nouvelle chaîne YouTube, Opinion non informée. Ça aurait été génial. Mais le sénateur Rubio n'a pas tort. Beaucoup de gens ne savent pas comment fonctionne l'embargo. De ceux qui croient que Cuba ne peut commercer avec aucun pays, à ceux qui croient que Cuba ne peut pas recevoir de nourriture des États-Unis. Comme ce sénateur qui a dit qu'il avait introduit une législation pour lever notre embargo commercial afin de permettre aux aliments produits aux États-Unis d'atteindre Cuba. Alors, comment fonctionne l'embargo? Eh bien, il a commencé il y a plus de 60 ans. Le président Eisenhower a imposé un embargo partiel à Cuba après que le nouveau régime communiste de Fidel Castro ait saisi 1,8 milliard de dollars d'actifs américains à Cuba entre 1959 et 1960. Cela représente 1,8 milliard de dollars en monnaie de 1959, soit l'équivalent d'environ 17 milliards de dollars aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que cette inflation est temporaire. Puis, avec le soutien du Congrès, le président Kennedy a mis en place un embargo complet en 1962 après que Fidel Castro ait déclaré que Cuba était un allié de l'Union soviétique, après l'invasion ratée de la baie des Cochons par l'Amérique. L'embargo original était assez simple. Mais depuis 1962, les restrictions qui constituent l'embargo ont été assouplies, renforcées, étendues, réduites, étendues à nouveau, pour finalement former un nœud enchevêtré. Mais une chose est sûre, l'embargo est plein de trous. À l'heure actuelle, l'embargo américain sur Cuba restreint principalement trois choses. Le commerce américain avec Cuba, les voyages américains à Cuba et les transferts de fonds américains aux Cubains, qui sont des dons d'argent de la part de particuliers. En revanche, il n'empêche pas Cuba de commercer avec d'autres pays. Cuba a un commerce robuste avec des pays comme l'Espagne, la Chine, l'Italie, et même le Canada. Oui, le Canada fait juste du commerce avec Cuba, comme si ce n'était pas grave. Cela pourrait expliquer pourquoi Justin Trudeau n'a pas condamné le régime après avoir brutalisé ses manifestants. De toute façon, l'embargo commercial américain n'empêche même pas complètement Cuba de commercer avec les États-Unis. L'embargo américain prévoit des exceptions humanitaires pour la nourriture et les fournitures médicales. Il exige simplement que Cuba paye d'avance en espèces. Les exportations agricoles américaines vers Cuba représentent en fait plus de 200 millions de dollars par an, soit environ 10% des importations cubaines. L'embargo restreint les voyages des Américains à Cuba. Mais il ne l'a pas toujours très bien fait non plus. En 2018, Cuba a enregistré un nombre record de 4,75 millions de voyageurs.
La plupart de ces voyageurs venaient du Canada et, roulement de tambour s'il vous plaît, des États-Unis. C'est parce que le président Obama avait assoupli les restrictions de voyage. Trump a imposé des restrictions plus strictes, mais les Américains peuvent toujours s'y rendre pour certains types de voyages. L'embargo limite également les transferts de fonds, c'est-à-dire les dons d'argent envoyés par les Américains aux Cubains. Il s'agit généralement d'argent envoyé par des Cubains américains à leurs proches à Cuba. Et pourtant, plus d'1 milliard de dollars de transferts de fonds ont été envoyés à des familles cubaines en 2012. Le président Trump a mis un plafond sur les envois de fonds, mais c'était encore 2,9 millions de dollars en 2020. Ne vous méprenez pas, sans l'embargo, il y aurait plus de commerce entre les États-Unis et Cuba, plus de voyages entre les États-Unis et Cuba, et plus de transferts de fonds envoyés par les Américains aux Cubains. Mais l'embargo n'est pas aussi complet que certains semblent le penser. Les États-Unis devraient-ils donc mettre fin à l'embargo? J'y reviendrai après la pause. Nous sommes de retour. Les États-Unis devraient-ils mettre fin à l'embargo sur Cuba? Cela dépend à qui vous demandez. Les partisans de l'embargo avancent plusieurs arguments. D'abord, l'embargo a été conçu pour rester en place jusqu'à ce que Cuba remplisse certaines conditions. Et Cuba n'a toujours pas rempli ces conditions. Initialement, l'embargo était destiné à réduire la menace que représentait son alignement sur les puissances communistes. L'URSS n'existe plus, donc cette condition n'est pas vraiment pertinente. Mais les mises à jour post-soviétiques de l'embargo en 1992 et 1996 ont fixé de nouvelles conditions. Légaliser toute activité politique, libérer tous les prisonniers politiques. S'engager à organiser des élections libres et équitables dans le cadre de la transition vers une démocratie représentative. Respecter la liberté de la presse, respecter les droits de l'homme internationalement reconnus et autoriser les syndicats. Attendez, ils n'autorisent pas les syndicats? Ils ne sont même pas de bons communistes. Ou, ce sont les meilleurs communistes? Quoi qu'il en soit, ces conditions n'ont pas été remplies. Par exemple, les activités politiques comme les manifestations sont toujours illégales. Le régime cubain enferme toujours les prisonniers politiques. Et il ne respecte pas les droits de l'homme, ou la liberté de la presse. Je veux dire, je suppose que techniquement, ce journaliste a été autorisé à entrer à Cuba avant d'être battu. Un progrès, non? Les partisans de l'embargo affirment également que la levée de l'embargo ferait paraître les États-Unis faibles. Ils soulignent que Cuba n'a remboursé aucun des biens qu'elle a saisis en 1959 et 1960. Ils soulignent également que Cuba a l'habitude de profiter de l'assouplissement des relations. Après la réouverture des relations diplomatiques entre le président Carter et Cuba en 1977, Fidel Castro a envoyé 125 000 personnes dont il ne voulait pas en Floride, notamment des criminels condamnés et des patients d'établissements psychiatriques. C'est ce qu'on a appelé « exode de Mariel ». Pour être juste, beaucoup de patients d'institutions psychiatriques n'étaient pas fous. Ils étaient enfermés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le communisme. Ils n'ont pas vraiment causé de problème aux États-Unis. Ils auraient même pu améliorer la Floride. Les criminels condamnés, d'un autre côté, ils ont eu un effet durable. Ils n'ont pas amélioré la Floride. C'était si grave que lorsqu'Hollywood a refait Scarface en 1983, Tony Montana a été écrit pour être l'un des criminels de Mariel envoyés par le régime cubain. Cela ne s'est bien terminé pour personne. Les États-Unis ont donc paru faibles dans le passé pour avoir cédé à Cuba. Et Cuba a profité de cette faiblesse. Et mettre fin à l'embargo maintenant, après que le président Díaz-Canel a fait suivre les protestations d'arrestation et de coupure d'Internet, pourrait bien envoyer le mauvais message. Certains affirment que les États-Unis ont des obligations éthiques et morales de promouvoir les droits de l'homme et que l'embargo est l'un des seuls outils de négociation dont nous disposons sur Cuba. D'autres partisans de l'embargo affirment qu'étant donné que l'économie cubaine est détenue à 90% par l'État, la levée de l'embargo ne ferait que renforcer le gouvernement cubain plutôt que d'aider les citoyens cubains. Les changements apportés par le président Trump à l'embargo, en particulier, avaient pour but de garder les transferts de fonds hors des mains des fonctionnaires communistes cubains et dans les mains des gens ordinaires. Ce qui s'est passé, c'est que le régime cubain et les militaires avaient créé un système leur permettant de profiter des envois de fonds. Par exemple, la société qui gère les transferts de fonds à Cuba appartient à l'armée. Ainsi, chaque fois que les gens envoyaient de l'argent à leurs proches en difficulté à Cuba, ils n'avaient d'autre choix que d'envoyer également de l'argent à l'armée cubaine. Ce n'est là qu'une des raisons pour lesquelles la plupart des cubano-américains ne sont pas favorables à la normalisation des relations avec Cuba. Quelles sont donc les raisons de mettre fin à l'embargo? J'y reviendrai après la pause. Nous sommes de retour.
Quelles sont les raisons pour lesquelles les États-Unis devraient lever l'embargo sur Cuba? Un argument est que l'embargo nuit à l'économie américaine. La Chambre de commerce américaine a déclaré en 2012 que l'embargo coûte aux États-Unis 1,2 milliard de dollars par an, tandis que la Fondation nationale cubano-américaine a déclaré en 2002 que l'embargo pourrait coûter jusqu'à 4,8 milliards de dollars en exportations agricoles et en production économique connexe. Parallèlement, l'université Texas A&M a calculé en 2012 que 6 000 emplois pourraient être créés aux États-Unis en mettant fin à l'embargo principalement dans le secteur agricole. Un autre argument courant est que l'embargo nuit au peuple cubain. En d'autres termes, les mauvaises conditions de Cuba sont la faute de l'Amérique. Un autre argument en faveur de la fin de l'embargo est que la plupart des Américains souhaitent une amélioration des liens diplomatiques avec Cuba, bien que cette manchette date de 2016. En voici un de ce mois-ci, où la plupart des Américains blâment le communisme pour les problèmes de Cuba. Je suppose que, techniquement, les deux peuvent être vrais. Certains Américains peuvent simultanément soutenir la fin de l'embargo et blâmer le communisme pour les problèmes de Cuba. D'autres soutiennent que le libre-échange favorise la démocratie. Voici pourquoi l'administration Obama voulait assouplir les restrictions sur Cuba. La prémisse de la politique d'Obama était que l'ouverture de l'île connecterait les Cubains à un flot de voyageurs américains qui non seulement apporterait quelques revenus et rendrait la vie moins désespérée pour les Cubains, mais leur donnerait aussi plus d'opportunités d'interagir avec le reste du monde et, finalement, de poursuivre un changement politique. Cela semble plutôt bien. Et c'était également l'un des principaux arguments en faveur de l'ouverture du commerce avec la Chine à la fin des années 1990. Cela s'est avéré ne pas fonctionner. En fait, ce fut un échec cuisant. Nous avons fini par donner beaucoup d'argent et de pouvoir à un régime autoritaire hostile qui essaie maintenant de dominer le monde. Oups! Cuba n'est pas exactement la même chose que la Chine. Mais nous devrions peut-être nous demander si nous donnons du pouvoir au peuple cubain ou simplement au régime cubain. C'est pourquoi beaucoup de Cubains américains disent que plus de touristes n'apporteront pas la démocratie. Cela ne fera que donner plus de pouvoir à la dictature. Un autre argument en faveur de la levée de l'embargo est que celui-ci empêche le peuple cubain d'entrer dans l'ère de l'information. Bien que le gouvernement cubain fasse déjà sa part pour maintenir les Cubains dans l'ignorance. Il s'agit néanmoins d'un argument valable. Human Rights Watch a critiqué le coût élevé d'Internet à Cuba et l'accès limité des Cubains, ce qui pourrait avoir un rapport avec l'embargo. Et même le sénateur Rubio souhaite que les États-Unis s'impliquent davantage pour apporter l'Internet aux Cubains. Ainsi, le peuple cubain ne sera pas seulement censuré par le gouvernement cubain. Ils seront aussi censurés par les grandes entreprises américaines. C'est du gagnant-gagnant. Les opposants à l'embargo affirment également que l'embargo a échoué, que Cuba n'est pas une menace pour les États-Unis et que l'embargo est hypocrite étant donné que les États-Unis ont toujours soutenu des dictatures brutales. Ce n'est pas juste. Les États-Unis ne soutiennent que certaines dictatures brutales. Mais le meilleur argument en faveur de la levée de l'embargo est peut-être simplement que le régime cubain ne pourrait plus l'utiliser comme excuse. Depuis 1962, le régime cubain attribue pratiquement tout à l'embargo américain. Ce qui nous ramène aux manifestations du 11 juillet. Ils accusent toujours les États-Unis. Alors qu'en pensez-vous? Les États-Unis devraient-ils mettre fin à l'embargo sur Cuba? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas que Amérique dévoilée est principalement soutenue par des téléspectateurs comme vous. Rendez-vous sur patreon.com/americauncovered pour découvrir comment vous pouvez nous soutenir avec seulement $1 par épisode. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.